Bonjour à tous, ça fait dis donc un sacré moment qu'on s'est pas vu, et pendant tout ce temps-là, les innovations guerrières prennent pas de vacances. Notre petit sujet du jour... les robots tueurs. Alors comment en est-on arrivé là ? Eh bien, ces évolutions sont guidées par les transformations en matière d'armement. De tout temps, les technologies ont visé à mettre à distance l'ennemi sur le champ de bataille dans le but de l'atteindre sans dégâts. Mais aussi, il faut remarquer que à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a une réflexion au sein de l'état-major français parce qu'il y a beaucoup de combattants qui sont revenus traumatisés du champ de bataille avec des stress post-traumatiques parce que c'était le retour de la guerre au corps à corps, notamment au Kosovo, en Afghanistan, ce qui a terrorisé l'état-major français qui s'est demandé mais comment on va continuer à faire des guerres. Dès lors, il y a une réflexion pour désensibiliser le combattant, le mettre à distance. Et ils ont décidé de mettre en place effectivement un système d'exosquelette, c'est-à-dire des formes d'armure destinées aux combattants, équipées de caméras, de capteurs de pointe, dans lequel on peut atteindre un ennemi tout en restant à couvert, jusqu'au drone. Et évidemment, aujourd'hui, se pose la réflexion du développement des robots tueurs. Alors l'IA, qu'est-ce que c'est ? Il y a un très gros malentendu parce qu'en France, quand on parle d'IA, on relie à l'intelligence, c'est-à-dire la capacité humaine de réflexion. Alors qu'en fait, en anglais, intelligence, ça relève plutôt de la collecte et de l'analyse des données, de l'information, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et du coup, on a tendance à plaquer des considérations humaines sur la façon dont les robots opèrent, alors que c'est complètement différent de l'humain. Par exemple, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Ce qui est compliqué dans la robotisation, c'est par exemple de faire déplacer un robot de façon autonome d'un point A et un point B. C'est moins le fait de lui faire reconnaître des cibles à partir de différents paramètres qui sont fixés au départ, par exemple la morphologie du corps, la forme du visage. Ça, on sait faire et ça demande assez peu de ressources informatiques, d'intelligence informatique, au contraire des déplacements. On peut prendre par exemple les jeux de stratégie en temps réel. Vous avez tous essayé de déplacer un groupe d'unités sur le terrain de jeu et vous voyez que quand il y a pas mal d'obstacles, les unités ont tendance à se cogner un petit peu partout, à être bloquées, etc. C'est un petit peu les mêmes problématiques que l'on rencontre dans la guerre sur des théâtres d'opération qui sont en général assez accidentés. Pour propulser les recherches sur les robots tueurs, il y avait une volonté de la Direction Générale de l'Armement de passer par le secteur civil pour tout ce qui est effectivement miniaturisation, processeurs, qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches. Ce qui explique pourquoi on retrouve la même architecture technique dans les drones, les robots tueurs et progressivement dans le matériel militaire qui tend de plus en plus dans ses fonctions à s'automatiser. Donc la robotisation, c'est un processus, que ce soit d'ailleurs des drones, des robots, mais aussi bien sûr des blindés, des avions de chasse. Le problème des composants qui sont à la base de l'innovation militaire, effectivement en matière d'automatisation, c'est qu'ils viennent du civil. C'est des composants qu'on peut retrouver un petit peu partout, qu'on retrouve notamment dans les micro-ondes, qui évaluent la texture des aliments, ou alors qui permettent à des barrières de sécurité de se lever automatiquement quand il y a un véhicule qui passe, ce qui rend évidemment les choses d'autant plus difficiles et pose évidemment la question des réglementations autour de ces composants qui sont vendus par énormément de sociétés sur la planète. Alors en novembre, les États vont se réunir et vont décider s'ils vont ouvrir la voie à la négociation d'un traité contraignant sur les robots tueurs. Mais est-ce que ça va être une interdiction simple ? Pas forcément. D'ailleurs, la campagne sur les robots tueurs parle de contrôle humain significatif. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit bien que l'automatisation, c'est un processus qui est amené à durer. Dès lors, il y a un certain nombre de questions à se poser. Il faudra fixer des limites extrêmement claires. Quelle autonomie on va laisser à la machine, lui permettant de décider elle-même de tirer sur des humains ? Ça, c'est une bonne question.
Est-ce qu'on va contrôler les sociétés qui travaillent dans l'intelligence artificielle? Quel système administratif, politique on va mettre en place au niveau national, international pour réglementer les composants? Bref, tout un ensemble de questions qui devront être résolues, et ces limites claires se posent en partie au niveau technique parce qu'il faut bien fixer une limite très claire afin d'éviter que les robots tueurs nous échappent. Alors le rôle de la France, il est évidemment ambigu. Si en 2013 elle était pour un traité d'interdiction pure, 5 ans plus tard, elle est pour une simple déclaration. Et pire, elle entraîne l'Allemagne sur son chemin. Alors il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. D'une part, la France, avec d'autres partenaires européens, notamment l'Allemagne, un projet de conception de robots tueurs, le futur avion de chasse qui va remplacer le Rafale ou l'Eurofighter. Donc évidemment, la France ne souhaite pas du tout compromettre ce projet de futur avion de chasse ou drone européen qui lie les industriels MBDA, Airbus, Dassault, Thales. Mais aussi, il y a une ambiguïté de la part des parlementaires eux-mêmes, les parlementaires européens, qui certes ont voté une résolution qui condamne les robots tueurs, mais qui n'engage absolument à rien, puisque dans le même temps, ils ont voté un projet de recherche militaire s'élevant à 500 millions d'euros jusqu'en 2021, puis après passant à 1,5 milliard d'euros, et ce fonds dédié à la recherche militaire, qu'est-ce qui va servir effectivement à développer? Eh bien, tenez-vous bien, des robots tueurs. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'Europe qui freine des quatre fers. La Russie, la Chine, les États-Unis bloquent évidemment parce qu'ils sont totalement défavorables à un traité. De l'autre côté, il y a des motifs d'espoir puisque il y a des leaders comme le Chili, l'Autriche, le Brésil qui poussent au contraire en faveur d'un instrument juridique contraignant. Alors vous habituez à ce petit jeu, vous savez qu'ici à chaque fois en fin de vidéo on vous dit vous êtes acteur, hein, vous n'êtes pas simplement spectateur. Et évidemment la mobilisation c'est bien sûr la campagne qu'on lance à partir du 7 novembre sur les robots tueurs avec Human Rights Watch, l'Observatoire des armements, nous, et bien sûr Science Citoyenne que vous pouvez rejoindre, n'hésitez pas. Mais aussi on invite les ingénieurs qui regardent les vidéos et qui sont à la pointe de l'innovation technologique mais aussi éthique. Et d'ailleurs on en profite parce que c'est eux, c'est des ingénieurs même de l'armement qu'on souhaite remercier, qui ont collaboré, qui nous ont fourni des analyses pour cette vidéo. Et bien c'est à ces professionnels de se mobiliser contre les robots tueurs. Vous êtes en première ligne, vous pouvez stopper cette course vers l'automatisation sans fin. C'est ce qui s'est passé avec Google notamment, il y a des ingénieurs qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont poussé la firme à se désengager d'un certain nombre de projets sur les robots tueurs, comme on va le voir. No program should ever authorize an action to end a human life. So we recently learned about a project called Project Dragonfly because some of my coworkers blew the whistle on it. One of the biggest problems with this project is that a lot of my coworkers didn't know what they were working on. The company hid details of the project from them. This will only increase as tech gets more opaque through more layers of automation, the cloud, and artificial intelligence and machine learning programs. Let me give some examples. So, in 2015, Google's own image recognition software was classifying black people as gorillas. And at the time, the fix actually wasn't to improve the algorithm, but to remove gorillas as a possible tagging result. More recently, in July 2018, Amazon's facial recognition software classified 28 members of the United States Congress as criminal suspects. This goes to show that this technology is going to continue leading to unpredictable outcomes because of the way that it works. And an easy way to think about it is that these kinds of technologies, artificial intelligence and machine learning technologies, are based very heavily on the data that they learn from. There is no such thing as neutral data. And on top of that, the engineers, designers, and other creators of this software are also imperfect. We have an imperfect understanding of the world, and it's impossible for us to give machines any better understanding of the world than we have. And so if you have imperfect data and imperfect creators, you're going to have imperfect outcomes. Humans are accountable, but machines are not. Decisions that end human lives should never be made by a program. Banning killer robots is an elementary first step to curbing the harm of unaccountable technology.